Bonjour, aujourd'hui je voulais filmer un book haul. J'avais posé la question sur mon Instagram parce qu'en fait, même si j'adore regarder des book hauls, j'ai toujours la peur de me dire qu'est-ce que je vais dire en fait de livres que je n'ai pas encore lus. Mais en réalité, un livre, avant de le lire, on a quand même déjà une histoire en fait qui s'est un peu dessinée, dont on a certains contours. Et si c'est pas une histoire racontée par le livre, c'est une histoire qu'on raconte à propos de ce livre. Donc c'est parti. Les livres que je vais présenter sont surtout des livres que je voulais avoir depuis longtemps. Ce n'est pas forcément des livres que je n'ai jamais lus, mais c'est des livres que je voulais posséder. Et je pense en fait que ce qui s'est passé, c'est tout simplement que dans le contexte du confinement, du post-confinement, du faux confinement et du faux déconfinement du coup, je me suis dit c'est pas grave, fais-toi plaisir. Et du coup tout ce que j'ai voulu posséder, enfin pas tout non plus, hein, voilà, mais j'ai surtout pris des ouvrages que je voulais lire depuis très longtemps ou que je voulais juste avoir. Donc c'est parti, on commence. Premier livre, La Palestine comme métaphore de Mahmoud Darwish. Du coup, je l'ai déjà lu il y a quelques années et je l'ai réemprunté à la bibliothèque il y a quelques semaines pour pouvoir noter des passages importants. Sauf que très rapidement, j'ai lu une cinquantaine de pages et j'ai noirci presque autant de pages dans mes carnets. Du coup, je me suis dit, il faut l'acheter, il faut l'avoir à la maison parce que ça sert à rien de tout recopier. Il vaut mieux pouvoir noircir directement, griffonner des choses, etc. C'est une suite de 5 entretiens, donc avec d'autres poètes du Moyen-Orient, dans lesquels Mahmoud Darwish va aborder des thèmes comme la poésie, bien sûr, la création littéraire, l'identité en tant que Palestinien déchu, et la liberté et l'amour. Du coup, je vais lire un passage au hasard dans le texte. Donc, parti. C'est un passage du premier entretien qui a été fait, je crois, avec... alors, son nom, je crois, c'est Beydoun. C'est Abbas Beydoun, qui est du coup un poète libanais. La question est le retour au verbe premier comme raison permanente de la poésie. Et la réponse de Darwish est la suivante. Le retour à la question du désespoir. La force du désespoir réside dans le fait qu'il vous donne le sentiment de votre capacité à composer une présence humaine nouvelle. Il s'oppose par la force créatrice à la capacité destructrice du vainqueur. Le désespoir peut recommencer la création, car il est capable de trouver les débris nécessaires, ceux des choses premières, des premiers éléments de la création. Et cette force, cette impétuosité, inverse les rôles, et le désespéré se retrouve en position de force. Qu'est-ce qui fait que nous ne nous lassons pas de la poésie? D'où vient l'immunité de la poésie? J'aime la poésie parce qu'elle nous fait don d'une force, même fictive. Pourquoi le geôlier ne chante-t-il pas? Le captif chante parce qu'il est seul avec lui-même, alors que le geôlier n'existe qu'avec l'autre qu'il garde. Il veille tant à l'isolement du captif qu'il en oublie sa propre solitude. C'est magnifique. Toutes les réponses de Mahmoud Darwish sont à la fois un puits de réflexion sur la création littéraire, etc., mais aussi sont déjà de la poésie en tant que telle. On est déjà dans un monde... Enfin voilà, on a des images qui sont souvent très fortes et on a une réflexion très aboutie. C'était La Palestine comme métaphore. Alors, pour un deuxième livre, je crois que c'était dans la dernière vidéo, ou plutôt... non, plutôt la pénultième vidéo du coup. J'ai parlé du coup du roman graphique de Léonie Bischoff qui retrace la vie d'Anaïs Nin selon les carnets d'Anaïs Nin. Du coup, de manière très évidente, ça m'a donné envie de lire les carnets d'Anaïs Nin. À la librairie, je ne les ai pas trouvés directement, du coup j'ai commandé. J'ai commandé en anglais et j'ai reçu du coup cette édition qui est vraiment très belle. Donc c'est Henry and June. Et puis entre-temps, je me suis procuré à la bibliothèque l'édition de ces journaux non expurgés, parce que vu que dans ces journaux, Anaïs Nin parle beaucoup de ses amours, de ses amants et amantes aussi, son mari de son vivant ne voulait pas que ce soit publié. Voilà.
coup, on a cette version-là, c'est le journal de l'amour de 32 à 39, de 1932 à 1939. D'ailleurs, dans le roman graphique, on a bien du coup l'idée que Anaïs Nin, d'un côté, qu'elle écrit bien 2 journaux en fait, et qu'il y a un journal qui est lu par son mari parce qu'elle lit tout avec lui, et puis un journal en fait qui est complètement secret, confidentiel, et qui n'est que son jardin à elle. Je vais lire quelques passages, en français bien sûr, pas en anglais, au hasard. Ah, c'est une page qui a été marquée par la personne qui a emprunté avant moi, donc c'est trop bien, on va voir ce qui l'avait intéressé. Quand je pense à la lettre de mon père, si pleine de mélancolie, de fragilité, je sais que je ne lui parlerai pas de Henri. Je sais que je lui mentirai et que mes mensonges me rendront malade. Henri est le plus courageux de nous tous et pourtant, il a vécu dans la terreur de June. Il s'attend toujours à ce que je le punisse. Dans la rue, il est craintif. Et sa plus grande peur est la peur de la pauvreté. Je n'ai pas peur de la pauvreté, j'ai seulement peur d'être privée d'amour. Et peur de la maladie. À mesure que Père se rapproche, il quitte Valescure demain, je commence à me mettre à son diapason. J'écoute du piano à la radio et j'imagine déjà son corps grec tout bronzé et sa froideur étincelante, son visage de marbre qui ne s'anime que dans la passion. Quel effort pour avoir l'air si déterminé. Mon père féminin et mon corps de femme qui abrite un esprit d'homme est la proie d'un nouveau conflit. Je comprends pourquoi cette page a été cornée. Alors oui, là on a effectivement à la fois sa relation avec Henri, donc Henri Miller, et d'un autre côté sa relation à son père qui est complètement incestueuse. Bon, prochain livre, on reste dans l'histoire de soi, l'écriture de soi, et il s'agit des mémoires de Beauvoir. C'est parti. J'ai une super patère. Bref, c'est pas grave. Donc, La force de l'âge. La force de l'âge, du coup, c'est le 2e tome de ses mémoires. J'avais commencé ses mémoires il y a 2 ans, je crois, et je m'étais arrêtée parce que je pensais pas du tout poursuivre. Et en fait, je suis tombée sur le livre Devenir Beauvoir en librairie. Je pense que si vous avez l'habitude d'aller en librairie, c'est sûr que vous l'avez croisé. Mais du coup, je me suis dit, avant de lire un livre sur Beauvoir, sachant qu'en plus là, je suis en train de lire le livre sur Emily Dickinson, Les vies de papier, je vais essayer de finir les mémoires. Donc peut-être que je ne lirai Devenir Beauvoir que dans 2 ans, mais c'est pas grave. Du coup, dans La force de l'âge, elle a à peu près 20 ans, je crois. 21 ans, voilà. 21 ans, elle passe son agrégation de philo, et puis on rentre du coup dans sa relation avec Sartre. C'est la fin des années 20, le début des années 30, donc je pense que ces réflexions vont être de plus en plus poussées, de plus en plus politiques, donc j'ai très hâte. Lisons un passage au hasard. Alors, mes yeux essayent de capter un début de paragraphe. Sartre avait autant de curiosité que moi, mais moins gloutonne. À Tolède, après une matinée diligente, il aurait volontiers passé l'après-midi à fumer sa pipe sur la place Zoco d'Auvers. Moi, j'avais tout de suite des fourmis dans les jambes. Je n'imaginais pas, comme jadis en Limousin, que les choses eussent besoin de ma présence. Mais j'avais entrepris de tout connaître du monde et le temps m'était mesuré. Je ne voulais pas gaspiller un instant. Ce qui facilitait ma tâche, c'est qu'à mes yeux, il y avait des artistes, des styles, des époques qui tout simplement n'existaient pas. Sartre, poursuivant d'une haine vigilant tous les peintres en qui il lui semblait reconnaître les erreurs de Guido Reni, je consentis avec empressement qu'il réduisit en poudre Murillo, Ribera et bien d'autres. Ainsi élagué, l'univers ne décourageait pas mon appétit et j'étais décidée à en dresser un inventaire complet. J'ignorais les demi-mesures. Dans les régions que nous n'avions pas rejetées par décret au néant, je n'établissais pas de hiérarchie. De n'importe quoi, j'attendais tout. Comment accepter de rien manquer? C'est super beau. C'est très longtemps, je suis très contente de ce passage. Du coup, je vais corner la page. Prochain livre, c'est un livre dont j'ai entendu parler il y a très longtemps, notamment quand je m'intéressais un peu à la littérature persane, soufie, etc. Qu'un événement, qu'une circonstance a remis dans ma mémoire, c'est il y a 2-3 ans, une professeure qui avait intervenu dans un de mes cours avec ma classe d'élèves allophones, donc qui ne parlent pas français, et qui avait décidé de leur faire jouer ce texte en théâtre. Donc, ce texte, c'est La conférence des oiseaux de
Farid Din Attar. J'espère qu'il le prononce comme ça aussi en persan. C'est un poète du coup du XIIe siècle. Et ces textes, c'est du coup un recueil de poèmes. Bon là c'est traduit en prose. Donc ça donne plus un peu l'effet un peu d'un conte. Les textes initiatiques, c'est des textes plutôt mystiques. On rentre un peu dans le soufisme. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Je ne connais que 1 ou 2 extraits, ce que mes élèves m'avaient lu à l'époque. Donc c'est parti, je vais lire un petit passage, au hasard encore. Un nouvel oiseau s'avança. « Ô guide, dit-il à la huppe, si je parviens jusqu'au cimorgue, je n'aurai, je crois, rien à dire. Que pourrais-je lui demander ? J'aurai à portée de regard notre bien-aimé Créateur. Que me donnera-t-il, dis-moi ? La huppe répondit, rieuse. Ô pauvre fou, connais-tu Dieu ? Que sais-tu de lui ? Presque rien. Ne lui demande pas qu'il t'offre je ne sais quel nouveau trésor, mais qu'il veuille se révéler, qu'il veuille enfin s'offrir à toi. L'évidence de sa présence, voilà ce qu'il faut espérer, être admis au plus chaud de lui, le sentir là où que tu sois, le voir vivre partout au monde, il n'est pas de plus haut désir qui a seulement respiré le parfum du pas de sa porte, ne s'en retournera jamais. Même si 1000 rois l'attendent, les bras débordants de cadeaux. Alors oui, alors là on est en plein dans le mysticisme et le fait de communier avec Dieu. Donc on va voir ce que ça va donner. Dans la série des livres que je voulais posséder depuis très longtemps et que je n'avais pas encore, le prochain c'est Fragment d'un discours amoureux de Barthes. Alors, bien sûr, on a parlé de toutes mes études, je pense. Là, pourquoi ça m'est revenu en tête, c'est tout simplement parce que je suis tombée sur une citation sur Instagram, je crois, que j'ai trouvée très belle et je me suis dit, bon bah, c'est parti. Du coup, j'ai découvert qu'il était en poche, je pensais qu'il n'y avait qu'une édition, que la grande édition, donc c'est très bien. En plus, c'est la même... Donc c'est aussi les éditions du Seuil et c'est un très joli travail entre les 2 dernières couvertures. Voilà, c'est quand même très joli. Donc je vais prendre une page au hasard. Le ruban. Ah, je me demande s'il va parler du coup de Madame Arnoux et de la description des rubans qui rentrent vraiment dans la description de la femme aimée par le regard de l'amoureux, de celui qui vient d'avoir un coup de foudre dans l'éducation sentimentale. On va voir. Objet. Tout objet touché par le corps de l'être aimé devient partie de ce corps et le sujet s'y attache passionnément. Ah, c'est peut-être ça. Werther. Ah, donc du coup, on est dans sûrement les souffrances de Jeanne Werther et dans Goethe. Werther multiplie les gestes de fétichisme. Il embrasse le nœud de ruban que Charlotte lui a donné pour son anniversaire, le billet qu'elle lui adresse, quitte à se mettre du sable aux lèvres, les pistolets qu'elle a touchés. De l'être aimé sort une force que rien ne peut arrêter et qui vient imprégner tout ce qui l'effleure. Fuse du regard. Si Werther, ne pouvant aller voir Charlotte, lui envoie son domestique, c'est ce domestique lui-même, sur lequel elle a posé son regard, qui devient pour Werther une partie de Charlotte. Je lui aurais bien pris la tête entre mes mains pour lui donner un baiser, n'eût été le respect humain. Chaque objet ainsi consacré, placé dans l'enceinte du Dieu, devient semblable à la pierre de Bologne qui irradie, la nuit, les rayons qu'elle a emmagasinés pendant le jour. C'est très beau. Du coup, par contre je suis déçue, il n'y a pas Flaubert. Lacan et les haïkus. Ok. Bon, bah ça m'étonne pas qu'il y ait les haïkus vu le rapport de Barthes à la culture japonaise. Prochain livre. Alors, je vais encore une fois parler de Lucie Hellman et d'Elion. Parce que là, avec sa lecture, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, du coup, c'était la dernière, ça m'a donné envie de rouvrir Proust, de continuer à la recherche du temps perdu, parce que peut-être parce que les 2 écritures sont complètement opposées, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui travaille, je ne sais pas. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose pas en commun, mais presque, que ça converge d'une certaine manière. Bref. Autre lecture que ça m'a donné envie de faire et du coup d'entreprendre, c'est Ulysse de James Joyce. Donc, voilà, hein, je vais pas le commencer maintenant. Hein, il faut déjà que je termine Ducks et Proust.
Pourquoi j'ai pris cette édition? Parce que je sais que parmi la cohorte de traducteurs qui ont permis ce travail, on retrouve Tiffany Samoyo qui était ma directrice de mémoire en Master 2. Et c'est une chercheuse et une écrivaine, une autrice que je trouve, dont j'admire l'intelligence, mais jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas mal d'œuvres à elle, si vous voulez que j'en fasse une vidéo. Et du coup, voilà, elle a travaillé à sa traduction, que je vais pas le commencer tout de suite, mais on va lire une page, un extrait ensemble. Sur l'édition française d'Elion, il y a vous avez je crois que c'est le Cosmopolitain qui dit ça, qui dit, à propos d'Elion, il dit « Ulysse n'a qu'à aller se rhabiller ». Du coup, je sais pas s'il fait référence à celui-ci, mais vous voyez, il y a une convergence. Donc si je suis retournée vers Ulysse, alors que ça fait des années que je n'y ai pas vraiment pensé, vous voyez, que je n'en ai plus l'envie, c'est que peut-être il y a vraiment quelque chose qui travaille. Encore une fois, j'en sais rien. Et ce qui est drôle, c'est qu'en lisant la 4e de couverture, à quoi est comparé James Joyce? À Proust. Voilà, tout se relie, tous les chemins mènent à Rome, j'en sais rien. Mais en tout cas, vraiment, tout se relie. Et encore une fois, je sais, c'est peut-être mon esprit comparatiste qui fait ça, mais voilà. Donc c'est parti, un petit passage. Dans Charybde des Scylla, qui est en plus un de mes épisodes préférés de l'Odyssée, donc c'est parti. Couleur locale, fourre-la tout ce que tu sais, rends-les complices. Shakespeare a quitté la maison de Huguenot de Silver Street. Il marche, longe la rivière, longe les cages aux cygnes, mais il ne s'arrête pas pour nourrir la femelle qui houspille sa couvée de petits et les chasse vers les joncs. Le cygne de l'Avon a d'autres pensées. Composition de lieu. Ignace de Loyola. À toi de me secourir. La pièce commence. Dans l'ombre, un acteur s'avance, affublé d'une côte de maille dont quelques joyeux lurons de la cour s'est débarrassé. Un bel homme à la voix de basse. C'est le fantôme, le roi. Un roi qui n'est pas le roi. Et l'acteur est Shakespeare, qui a étudié Hamlet. Toutes les années de sa vie qui ne furent pas vanité pour pouvoir jouer le rôle du spectre. Il adresse la parole à Burbage. Le jeune acteur qui lui fait face, ayant traversé la nuée de l'outre-tombe, l'interpellant d'un nom. Hamlet, je suis l'esprit de ton père, lui enjoignant de l'écouter. C'est à un fils qu'il parle, le fils de son âme, le prince, le jeune Hamlet, et à son fils selon la chair, Hamlet Shakespeare, qui est mort à Stratford, afin que son homonyme puisse vivre à jamais. J'ai juste lu quelques lignes, j'ai l'impression d'avoir lu 3 œuvres différentes. Il y a énormément de références. En plus, je sais que c'est très morcelé, qu'il y a des va-et-vient entre les chapitres, qu'il y a aussi un travail de la mémoire, c'est aussi pour ça que c'est comparé à la recherche. Voilà, je sais pas. Mais je sais pas quand ni comment, mais il faut l'avoir dans sa bibliothèque, je pense. Enfin, c'est le dernier livre du coup que j'ai acheté, c'est vraiment un livre que je me suis offert. Gros caprice, un gros cadeau à moi-même. C'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps et je me disais à un moment donné, un jour, il y aura une bonne occasion de le lire. Et là c'est la bonne occasion parce qu'il a été adapté en roman graphique. Il y a des hommes de Steinbeck et le travail c'est celui de Rebecca d'Outremer. C'est vraiment très très beau. On a vraiment des pages mais vraiment magnifiques avec beaucoup de variété dans le style tout en ayant une vraie unité de composition. C'est assez fou. C'est très ocre, c'est très rouge. C'est très... Voilà, il y a beaucoup de teintes chaudes. Hop. Voyez. Donc j'ai très hâte de lire. Donc un petit passage. Hop. Ah, bon. Première page. C'est très très beau. Voilà. Tell you what made me stop that. Bon, ça c'est les mots que s'échangent les deux personnages. La voix de Georges se fit confidentielle. Je vais te dire ce qui m'a fait cesser. Un jour, on était un tas de types sur le bord du Sacramento. Je me sentais en veine de blague. Je me tourne vers Lenny et je lui dis « Saute !» Et il saute. Savait pas nager une brasse. Pour un peu, il se noyait avant qu'on ait pu le repêcher. Et il a été tellement chic avec moi parce que je l'avais repêché. Il avait complètement oublié que c'était moi qui l'avais fait sauter. Après ça, j'ai plus jamais recommencé.
C'est un brave type, dit Slim. Il n'y a pas besoin d'avoir de la cervelle pour être un brave type. Des fois, il me semble que c'est même le contraire. Prends un type qui est vraiment malin, c'est bien rare qu'il soit un bon gars. Voilà, merci pour ceux qui sont arrivés jusque-là et à bientôt.